Euh, donc voilà, l'idée d'aujourd'hui, et Jonathan m'a sollicité par rapport à ça, c'est surtout de réfléchir un petit peu voilà, autour de l'importance des deux sujets que peuvent être la motricité et le gainage. Euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse, sous quelle forme et surtout quand. Voilà. Donc format un peu particulier parce que situation oblige en visio. Euh, J'utilise pas mal de ressources justement par rapport à ça dans ma présentation. Pas mal de vidéos aussi pour essayer de compenser le fait qu'on puisse pas montrer sur le terrain. N'hésitez pas dans le chat ou à activer votre micro juste pour me dire si les choses ne s'affichent pas correctement ou s'il y a le moindre souci. Et donc voilà, et je vous mettrai sur la dernière diapo, enfin sur la dernière diapo apparaissent un peu tous mes livres références pour celles et ceux qui voudraient aller creuser un peu plus loin ou imaginer les choses un peu plus loin. Voilà un petit peu. Donc, comme sur les présentations d'avant, on a un temps dédié aux questions-réponses sur la fin et je vous propose, en tout cas ça c'est mon idée là avant de commencer, qu'à la moitié aussi on a un temps de questions-réponses pour boucler simplement la première partie et séparer ça en deux. Voilà. Ce sera très dépendant de comment je parle et si je parle pas trop et qu'on n'est pas trop à la bourre. Voilà un petit peu l'idée d'aujourd'hui. Si vous avez entendu tout ce que je viens de dire, c'est qu'on peut commencer. Tac. Donc motricité et gainage chez les jeunes, et ça part d'un constat, parce que ça part d'ici. Aujourd'hui, on parle d'une problématique qui peut-être n'existait pas il y a 20 ans. Parce que la société le veut, parce que les évolutions vont en ce sens-là, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait naturellement, peut-être plus jeunes, qui nous permettaient de développer certaines qualités, certaines habiletés, et notamment celle de motricité de gainage, naturellement, qui aujourd'hui ne le font plus. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir conscience qu'on est en 2020, mais ça, je pense que c'est bon, mais d'avoir cette idée de se dire qu'il faut maintenant intégrer ces aspects-là, dont il n'y avait peut-être pas besoin il y a quelques années, mais qu'il faut maintenant que ce soit quasiment partie prenante dans les catégories jeunes du travail qu'on doit effectuer avec eux. Et en partant de ce postulat-là, c'est une phrase de Frédéric Aubert et Thierry Blancon dans leur livre, que je cite à la fin, qui est très importante à prendre en compte. Donc le fait que les enfants, que nos jeunes ne sont pas des adultes miniatures. En quoi c'est important? C'est de se dire qu'ils ne réagissent pas de la même façon, que les évolutions physiques, morphologiques, physiologiques sont à prendre en compte dans notre métier, dans ce qu'on leur propose dans les contenus, dans la façon de l'aborder. Et que cette croissance-là, elle va influer sur quelles qualités il faut prioriser à certains moments de leur maturation. Hop. Donc là, je préfère vous prévenir, il y a 2-3 minutes, vous allez avoir l'impression de retourner sur les bancs de fac ou de l'école. Promis, on essaie de ne pas faire ça long. Mais c'est important pour recontextualiser tout ce qu'on a et comprendre le cheminement qu'il y a derrière. Simplement un petit graphique qui est ici là, sur cet axe-là, qui est la vitesse à laquelle la croissance évolue. Okay, donc, on a cette courbe-là, donc où cette croissance elle est très rapide au départ, puis elle décélère, et puis on a une étape charnière ici là. Je ne sais pas si on voit bien, en tout cas chez moi on voit bien. Qui se trouve là entre 10 et 14 ans, grosso modo, si on schématise, entre 11 et 15 ans, en sachant que cette courbe-là, c'est la moyenne fille-garçon. Et qu'à droite, vous avez effectivement le détail de ce qui peut changer de fille à garçon et de garçon à fille. Les graphiques sont là plus pour visualiser les choses et pour comprendre que par cette croissance-là, bon, bah, filles et garçons ne sont peut-être pas managés et à appréhender de la même façon. Et ce qui nous importe là surtout, c'est de voir aussi à quel moment, par rapport aux certaines qualités, sont hyper importantes. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres optimales, des moments clés où si on travaille les bonnes choses au bon moment, l'évolution ne sera que plus rapide ou plus grande. Voilà. Et par rapport à la vitesse, notamment, qui est vachement présente sur les deux graphiques là, on sait qu'il y a deux fenêtres clés
deux fenêtres clés du développement de la vitesse et de certaines habiletés autour de la vitesse. Voilà. Et qu'après ça, on pourra quand même influer dessus, on pourra quand même la faire évoluer, cette qualité de vitesse, mais à degré moindre, dans une proportion moins importante. Voilà. Et ça, c'est vrai avec toutes les habiletés. Ici apparaissent beaucoup la vitesse, l'endurance, quelques aspects moteurs d'école de course dont on va parler là juste après. Mais voilà. Donc c'était pour ça que c'était important de remettre dans le contexte et de se dire que la croissance et la maturation est importante et que en ça, nos jeunes ne sont pas des adultes miniatures. Et donc, je vous remets juste le tableau de Monsieur Cometti, de Gilles Cometti, voilà, par rapport à la vitesse, et avec les fenêtres optimales en fonction de quelle partie de la vitesse et quels âges. Voilà. C'est juste plutôt pour illustrer, plus que pour approfondir réellement sur ce sujet-là. C'est juste comprendre, il y a des fenêtres, il y a des moments clés qu'il ne faut pas qu'on rate, et en fonction des âges, il va falloir prioriser certaines choses. Dans les qualités à développer là, que j'aimerais aborder un petit peu et qu'on aimerait aborder avec vous aujourd'hui, il y a un petit peu toutes ces choses-là et surtout mettre en avant les liens qu'il y a entre eux. Donc la posture, le gainage, oui, mais c'est lié à ça aussi. Voilà, bon. On a bien compris que tout était lié hein, et que c'était un joyeux bordel, puisque avec ça, il faut qu'il y ait du fun. Et en plus de ça, il faut qu'on le recontextualise dans le basket. On a du boulot, hein, je vous ai dit qu'il ne fallait pas que je parle trop aujourd'hui, mais voilà. Le premier versant qu'on évoque et qu'on va évoquer ensemble, c'est tout l'aspect que j'appelle moi apprendre et éduquer. Apprendre et éduquer. Apprendre à éduquer pourquoi? Pour créer des habitudes, un peu comme les musiciens ou les chanteurs pourraient le faire, répéter ses gammes, comme les athlètes peuvent le faire aussi. Répéter mes gammes, retrouver mon rythme, etc. Automatiser dans la notion de faire peu en termes de volume et de durée, mais souvent pour pas dire tout le temps, parce que c'est nécessaire et que c'est le seul moyen d'apprentissage pour automatiser les choses. Avec un objectif très clair pour nous, faire ce que je veux de mon corps. Quand ça? Une réponse que vous adorez et qu'on adore tous en tant qu'entraîneur, tout le temps. Et si on écoute tout le monde, il faut tout le temps tout travailler, et c'est nickel avec des séances d'1 heure et demie. Si on met un peu cet aspect-là de côté, il y a des temps un peu plus propices à ça, et on va les voir dans le détail, mais l'échauffement peut en être un. Les temps d'attente sur vos temps d'atelier ou vos temps de circuit peuvent être ces moments-là. Certains exercices au milieu d'un circuit peuvent l'être. Et on peut s'imaginer qu'un retour au calme, s'ils sont intégrés dans vos séances, pourra être le moyen de répéter ces gammes enfin, ou de créer justement ce retour au calme. J'ai une séance d'1 heure et demie de terrain, mais j'ai un petit bord de gymnase en sortie. Peut-être que c'est là où je répète mes gammes sans gêner l'entraînement d'après, parce que j'ai pas besoin de tout le terrain. Voilà. Et quoi autour de ce apprendre et éduquer? Plutôt 2 temps dans l'intervention, et c'est là où on fera peut-être un question-réponse au milieu. Première partie plutôt autour du travail de pied et de coordination-dissociation. Voilà. Et un deuxième temps où on va parler de mobilité et de gainage, mais très vite associer les deux pour arriver plutôt à la notion de posture et les choses qui y sont associées. Par rapport au travail de pied, donc l'idée c'est d'arriver à mettre en place ce qu'on appelle ou ce qu'on va appeler des éducatifs de pied. Un petit peu le parallèle avec ce que pourraient faire les pianistes et le fait de délier leurs doigts les uns avec les autres, sans dire de le faire orteil par orteil, parce que c'est un peu plus compliqué, c'est pas nécessaire chez nous. Mais par contre, emmener nos jeunes à découvrir un petit peu toutes les parties du pied, ça peut être sur de la marche toute bête, et arriver à contrôler sa marche uniquement sur talon, uniquement sur les côtés, combiner les deux. Peut-être que c'est un pas droite talon, un pas gauche talon, bim, deuxième appui droite, sur la pointe de pied, etc. Et arriver à contrôler son pied-là, et vous verrez que si nous, on en parle en tant qu'adultes parce que ça nous paraît assez simple et assez intuitif, chez les jeunes, marcher sur des parties du pied sans que le reste du pied touche le sol, c'est pas intuitif, et que ça s'apprend, mais que ça va faire partie d'une démarche plus globale de je contrôle mon corps en général, et à l'intérieur de ça, je contrôle mon pied et j'en fais ce que je veux. Toute la notion de dérouler, dans les mêmes principes, de venir dérouler, talon, milieu, pointe, droite, gauche, avant, arrière, etc. Hop, tac, et pour illustrer ça, et vous me direz sur la vidéo si vous entendez ou pas, ou s'il faut que je monte le son. Alors, il est considérable. Alors,
il est considérable de penser que, un peu comme on se lève le matin au petit déjeuner, eh bien peut-être aussi il faut faire des exercices de pied et d'éducation, parce que ça va dans le sens du mieux vivre, et ça va dans le sens aussi d'une meilleure prévention de petits bobos qui arrivent au quotidien, on ne sait jamais d'où, mais en fait ils sont générés parce que nous ne marchons plus, ou en tout cas nous marchons mal. C'est pour ça qu'il est conseillé notamment, on le sait depuis longtemps par les podologues, d'avoir un talon minimal dans notre chaussure, et pourtant on observe des chaussures qui sont totalement pieds à plat aujourd'hui. Donc des tendons qui sont sollicités, etc., etc. Et cela, il faut le compenser par des exercices de marche éducatifs. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'exercices de déroulé à vitesse lente, à vitesse rapide, et en faire régulièrement à chaque échauffement. Ça permet de prendre une bonne gestuelle à la fois dans l'équilibre latéral, mais aussi dans l'équilibre avant-arrière du corps. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de déroulés de pieds, même si on est un sauteur, même si cet exercice n'est pas un exercice de... Bon, j'espère que chez vous, c'était mieux que chez moi. Ouais, c'était bon, Ilias. Ouais, c'est bon. C'était un peu saccadé, mais on a vu, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que moi, j'avais pas ce rendu-là, donc c'est bien. Donc voilà, mais l'idée autour de cette notion de déroulé là, voilà, les vidéos sont surtout là pour imager ce que je raconte, pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Voilà. Donc voilà, et donc deuxième partie, deuxième point essentiel par rapport justement à ce travail de pied, de déroulé, et un petit peu de renforcement et de contrôle de son pied, arriver à trouver un équilibre plus général, plus global, dans un objectif de prévention des blessures, de prévenir des blessures pour pas qu'elles arrivent et pas attendre qu'elles arrivent pour qu'on réagisse dessus et que finalement on en subisse un peu les dégâts. Donc un peu cet équilibre, cette synergie entre avant-arrière, entre droite-gauche du pied, mais du corps en général. Hop. Le respect de l'anatomie du pied est indispensable. Quand je dis respect de l'anatomie du pied, c'est-à-dire les sens de déroulement qu'on a pu évoquer, mais aussi la symétrie droite-gauche. Appuyer plus d'un côté que de l'autre, c'est blesser à long terme. Mais aussi quand je fais mon footing, par exemple, le fait de m'écraser sur le sol, attendre longtemps avant de repartir, c'est de la propulsion moindre, ça va moins vite, mais c'est plus fatigant et en plus ça blesse davantage. Donc à un moment donné, si on a la capacité à rester plus haut sur le sol, à non pas rebondir évidemment comme un kangourou, mais avoir une foulée plus aérienne, eh bien en fait, ça va dans le sens d'une meilleure prévention des blessures et d'une meilleure propulsion. Et en fait, c'est aussi bien souvent plus agréable parce que moins coûteux. Donc voilà par rapport à ça, je me permets d'utiliser les vidéos de Thierry Blancon, que vous retrouvez dans pas mal de mes ressources. Sur le diapo, pardon, c'est ça que j'ai oublié de préciser, les lignes à chaque fois qu'elles sont bleues entre guillemets, c'est les mots-clés à taper sur YouTube notamment pour retrouver l'intégralité de ces vidéos-là. Moi, je vous en prends des parties. C'est des vidéos qui font 5 minutes. Mais voilà. Donc tout au long du diapo, à chaque fois qu'il y a une phrase un peu comme ça bleutée en italique, c'est des mots-clés en direction de YouTube. Donc, voilà. Mais par rapport à ce travail de pied, là, pour le recontextualiser, donc essentiel d'avoir cette gestion-là et ce contrôle-là de mon pied. Si je veux avoir le contrôle de mon corps à un moment donné, c'est quand même par là que tous mes déplacements passent. Au-delà de l'aspect travail de pied pur et dur, il y a toute la notion de coordination et de dissociation. Et l'idée de reprendre la définition, c'est juste de comprendre la nuance qu'il y a entre les deux, entre coordination et dissociation, en sachant que les deux sont importantes, mais qu'il y en a une qui est très très vraie chez nous. Donc la coordination, hein, si on résume brièvement, l'idée c'est de se dire de mettre les parties de notre corps au service d'un résultat. Là où la dissociation finalement fait presque l'inverse, c'est-à-dire qu'elle sépare des parties et que chaque partie recherche ou a un objectif différent. Et dans cette idée-là, j'essaie de revenir sur le diapo. Voilà. Et dans les exemples qu'on peut avoir, donc coordination, ça peut être très clair pour nous, bras-jambes pour l'athlète,
Quand j'engage ma jambe gauche, c'est mon bras droit qui vient finalement équilibrer et être propulseur. Dans le cas d'un basketteur qui dribble avec 2 ballons simultanés, les 2 mains ont bien le même objectif similaire. Les 2 mains doivent dribbler en même temps. Dans le cas de la dissociation, finalement, c'est l'inverse. Peut-être que si on reprend notre exemple du petit dribbleur à 2 mains, quand on est sur dribble alterné, c'est bien 2 résultats différents à des instants clés. Voilà. Pendant que ma main droite va en bas, peut-être que la gauche doit remonter, etc. Je mettais très certainement en avant donc la dissociation chez nous, l'importance de la dissociation, notamment tête-buste. Dans tout ce qui est prise d'infos pour nous, dans tout ce qui va être prise d'information pour nous, chez le jeune, capter les infos pour pouvoir lire et comprendre, et plus tard chez le jeune vieux ou le vieux jeune, dans peut-être aussi tout ce qui est dans la lecture des écrans, avec ou non ballon. Avec hop, tac, hop. Et donc voilà la vidéo. Donc je vais essayer de dire, ou j'avais dit, que la vidéo était juste un panel d'exercices, hein, que derrière, rien ne nous empêchait de le créer. Au contraire, je vous encourage à créer les choses. Mais voilà, on retrouve un peu de dissociation main droite, main gauche, sur dribble et faire quelque chose avec son autre main. Un petit peu de dissociation haut du corps, bas du corps sur je dois aussi contrôler, avoir un contrôle moteur pour éviter les plots, faire un slalom, etc. Intéressant dans cette vidéo aussi, là, vous allez voir, le fait de dribbler et d'avoir justement en tout cas une idée de dissociation tête-buste, peut-être pour prendre des infos. Voilà un petit peu l'idée par rapport à ça. Hop, voilà. Et donc par rapport à ça, sur YouTube, dans tout ce qui est un peu plus classique autour du travail d'échelle, ladder drills sont des mots-clés et vous aurez un panel d'exercices bien plus fourni que ce que je peux imaginer. Hop. Tac. Donc on avait parlé aussi de 2 autres aspects là, au-delà de ce travail de pied et de coordination, sur la notion de mobilité et de gainage qu'on va associer ensemble. Et comme tout, hein, j'ai envie de vous dire, à travailler tout le temps, mais peut-être à intégrer et à réfléchir pour l'intégrer par petites doses, donc pour avoir cette régularité-là, et parce que on est conscient qu'on a des contraintes de temps aussi, qui sont liées à nos durées d'entraînement et au nombre de fois où on voit nos jeunes. Donc voilà, c'est les intégrer par petites doses et comment les intégrer, essayer de dédramatiser un petit peu ce que peut représenter le gainage dans la tête des jeunes et pas faire des gros blocs imbuvables et qui ont du mal à être digérés parce qu'en plus c'est ennuyant et pour les jeunes et pour nous. Voilà. Donc là l'idée ça va surtout d'évoquer comment on les intègre et à quel moment on les intègre et sous quelle forme peut-être, un peu plus ludique. On a dit tout à l'heure dans le grand schéma que l'idée c'était vraiment aussi d'ajouter, d'engrolober tout ça dans quelque chose qui peut être fun. Sur la partie mobilité et souplesse active, 2 objectifs majeurs de travailler autour de cette mobilité-là. L'aspect préventif, prévenir des blessures encore une fois, parce que ça doit rester notre mot d'ordre et notre priorité. Et le deuxième aspect, ça va nous permettre d'accéder à certaines postures qui sont pas innées ou pas naturellement accessibles à tout le monde en fonction du vécu de chacun. Par rapport à cette mobilité et cette souplesse active-là, je vous laisse regarder ça, si ça veut bien passer. Hop là. Alors qu'ils sont pareils à un panel d'exercices. J'espère que c'est plus fluide chez vous que chez moi, parce qu'on n'y voit pas grand-chose sur mon partage d'écran. Et qui peuvent être saccadé. C'est un petit peu saccadé, ouais, effectivement. Et on n'a pas le son, je sais pas si tu avais du son ou pas avec. Ouais, non, j'ai été obligé de couper le son pour mais okay. Tac. Mais on trouvera un moyen, je mettrai les bouts de vidéo sur un lien et on mettra le lien en même temps qu'on rediffusera le replay. Je ne sais pas si Jonathan c'est possible. Ça me mettra peut-être un peu plus.
C'est prévu, c'est prévu. Pas de souci. Comme ça, vous aurez aussi accès à toutes les vidéos qui sont annexes là, mais qui sont ici beaucoup là pour imager mon propos. Et donc par rapport au gainage, de la même façon que par rapport à cet aspect mobilité, le premier objectif majeur, il est de garder nos jeunes sur le terrain. Donc un aspect préventif d'abord, et ensuite tout cet aspect gainage va nous servir dans tout ce qui est gestion de l'équilibre et du déséquilibre. On parlait tout à l'heure d'une notion hyper importante chez nous en basket, de la dissociation tête-buste qu'on oublie trop souvent. Et de la même façon par rapport au gainage, cette notion de déséquilibre ou de trouver l'équilibre dans ce déséquilibre va être, et c'est quelque chose qu'on nommait souvent. Donc voilà par rapport à ça. Est-ce que avant de rentrer dans mobilité et gainage un petit peu plus en profondeur, il y a eu des questions tout à l'heure ou pas pendant mon absence? J'ai entendu que tu avais proposé, Jonathan. Non, je demandais juste si des personnes avaient des questions, de profiter de la petite coupure pour les inscrire, mais il n'y en a pas eu, j'en ai pas vu sur le chat. C'est que pour l'instant, tout est clair apparemment. N'hésitez pas à activer votre micro là si vous avez une question sur la première partie avant qu'on passe à la deuxième. Ça peut être le moment, ce que je vous disais au début, malgré le souci, j'ai pas trop parlé. En tout cas, on est encore dans les temps, donc si vous voulez, vous avez déjà des questions sur ce travail de pied, cette coordination, cette dissociation, ça nous fera évacuer un grand temps de questions-réponses à la fin. Sinon, j'enchaîne. Apparemment, ça a l'air bon pour tout le monde. Alors, soit j'ai déjà endormi tout le monde, soit tout le monde s'en fout, soit je suis vraiment parfait et tout est clair. J'ai une version que je préfère, je dois vous avouer. Donc par rapport à la mobilité et le gainage, se rendre compte que tout est lié, ça on l'a déjà dit, que mobilité et gainage le sont encore plus, ces deux notions le sont encore plus l'une avec l'autre, et que tout ça mis ensemble va nous servir à performer un peu plus, ou en tout cas à rendre des choses possibles qui ne l'étaient pas forcément, et notamment dans notre travail postural. Peut-être que le moment propice, on parlait tout à l'heure d'un camp, par rapport à cette mobilité-là, c'est peut-être ce temps d'échauffement-là. Il présente deux aspects bénéfiques de faire ce travail de mobilité dans ce temps-là. Cet aspect un peu déverrouillage articulaire, mobiliser progressivement et doucement les articulations avant même de se dire qu'on va activer musculairement. Et donc, par ce biais-là, rentrer progressivement dans la séance, et je pense notamment aux périodes un peu hivernales, une période où tous les gymnases ne sont pas chauffés, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc c'est aussi peut-être un biais à aller chercher par rapport à ça, sous forme de circuit, sous forme d'atelier. Là, c'est un exemple d'un atelier au cœur d'un circuit qui pourrait être l'enchaînement de quelque chose de plus grand, plus vaste. Et l'idée de tout ce type de travail, alors vous voyez un petit peu, mais l'idée c'est de comprendre le principe global, même si c'est saccadé et que c'est du image par image. L'idée par rapport à ça, c'est que tout ce travail se fait à vitesse lente pour justement pas traumatiser des articulations qui ne sont pas prêtes à ça. Voilà. De rentrer progressivement, et si ça doit claquer entre guillemets pour se remettre en place sans douleur, il vaut mieux que ça soit à vitesse lente plutôt que ça claque et que ça craque sur un geste inopiné qu'on n'était pas prêt à faire et pas préparé à. Voilà. Et donc, je ne sais pas si les images saccade par saccade l'ont permis, mais c'est bien en amont d'une suite d'exercices et d'ateliers où il y a un peu de course et il y a un petit peu de ballon derrière. Voilà. Donc, on peut imaginer intégrer du travail de ce type-là dans nos circuits à nous. Et encore une fois, dans cette ambition-là, dans cet objectif-là de prévenir des blessures, de ne pas attendre qu'elles arrivent, en mobilisant un petit peu des zones, des articulations, des choses un peu plus en profondeur, où finalement on rouille, entre guillemets, si on ne les utilise pas ou peu souvent. Et encore une fois, l'idée c'est de les mobiliser régulièrement, de les habituer à les utiliser, pour que si on en a réellement besoin sur un mouvement brusque, soudain en match, à l'entraînement, dans une opposition, sur un jeu, sur un exercice, finalement cette articulation-là ne soit pas surprise et qu'elle soit déjà prête à l'emploi.
Et deuxième gros objectif qu'on a évoqué, c'est l'accès à certaines postures. Notre position fléchie qui nous tient tant à cœur, entraîneur de basket, il faut comprendre encore une fois que c'est pas inné. Et c'est en ça que les jeunes ne sont pas forcément des petits adultes, parce que fléchis-toi ou baisse-toi n'a peut-être pas la même résonance dans l'interprétation, mais n'a peut-être pas aussi la même facilité d'accès que ce qu'on peut nous imaginer par rapport à comment je me fléchis et comment je dois me fléchir. La petite image là, elle est représentative des trois zones un peu spécifiques de mobilité dont on a parlé. Ici, est-ce qu'on voit ma souris? Oui, on voit ma souris. Ici, hanche, un peu plus bas, genou et cheville. Et il faut bien qu'on se rende compte du coup des angles que ça engendre et donc de la mobilité nécessaire pour pouvoir accéder à ces positions-là. Voilà. On a celle de la cheville, celle du genou et celle de la hanche qui sont plutôt ouvertes au départ si on est que peu fléchi comme sur un quart de squat, et que plus on descend et plus les angles changent et donc plus les contraintes augmentent. Donc ça demande une mobilité qui nous permet d'aller à ces angles-là, et puis ensuite ça nous demande aussi d'engendrer un peu de gainage dynamique, un peu de gainage pour tenir tout ça et arriver à tenir cette position-là, en plus de la force musculaire un petit peu nécessaire. Et peut-être que notre position basket, elle est dans ces eaux-là, entre 2 et 3, entre la deuxième et la troisième position. Et il faut peut-être qu'on arrive à comprendre parfois qu'un jeune nous dise « mais je n'y arrive pas », pas que par mauvaise volonté, mais aussi peut-être par impossibilité, voilà, et de mobilité. L'un des premiers repères pour nous, jeunes entraîneurs, si on voit que ça peut être un souci de mobilité, c'est le fait que le talon n'arrive pas à rester au sol quand ça descend. Voilà. Et ça peut être déjà un premier indice pour nous de se dire que si sur la flexion, le talon décolle, on a un souci de mobilité à régler. Voilà. Et est-ce que c'est directement la mobilité de cheville à résoudre? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être que le talon décolle parce qu'il compense ce que le genou ou que la hanche ne fait pas. Mais voilà, il y a peut-être dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, un travail de mobilité à réfléchir, voilà, peut-être sous la forme de circuit comme on a pu le voir, peut-être comme on le verra juste après en le couplant à du gainage qui va nous ouvrir un peu plus ces angles-là et nous permettre d'aller mobiliser un petit peu ces articulations-là. Pour qu'au final, on ait bien atteint notre objectif de superposition fléchie. Et donc voilà, on parlait de la capacité à maintenir des positions engendrées par le gainage aussi et la mobilité. Bon, encore une fois, hein, la prévention au cœur de tout. Et on a dit tout à l'heure la gestion de l'équilibre et du déséquilibre. Et maintenant, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi, en 2 mots, dans quel but on fait ce type de travail à nos entraînements et quel réinvestissement dans notre activité et sous quelle forme c'est réinvesti réellement. Est-ce que réellement une position de planche de gainage classique est réinvestie? Bon. Il faut qu'on se dise les choses, à 99,9%, chez nous, c'est dynamique. Chez nous, c'est dynamique. On a besoin de ce gainage-là et de cette capacité à maintenir les choses, mais finalement sur des temps très, très brefs. 99,9% parce que, évidemment, comme tout, il y a un contre-exemple et que le seul exemple trouvé, alors c'est All-Star Game 2015, effectivement, il y avait effectivement un joueur sur le terrain en position de planche statique. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est le seul contre-exemple qu'il y a. Voilà, mais le basket est à 100% gainage dynamique, vous aurez bien compris. Donc gainage dynamique. Maintenant qu'on a fait ce constat-là, comment on travaille et comment on le rend dynamique, comment on le rend actif finalement, c'est ça hein, le débat. Et finalement, rendre un gainage dynamique, c'est simplement créer un déséquilibre qui nous oblige ou qui oblige notre jeune à devoir trouver des solutions pour se rééquilibrer et se remettre en place comme il le souhaite, comme il l'entend, avec 3 possibilités d'interaction pour changer un peu la donne et le rendre dynamique. On peut varier sur l'intensité. Et l'intensité de la résistance, très bête, deux jeunes qui se poussent l'un contre l'autre, on est déjà dans du gainage dynamique. Hein. Voilà. Il ne faut pas qu'on sous-estime toutes les parties du gainage dynamique qu'on fait parfois naturellement sans s'en rendre compte. Donc, être en résistance l'un contre l'autre, être en résistance à poids de corps sur la planche typiquement, et la position de planche ou la position de pompe est une façon très statique finalement d'engendrer le gainage. Voilà. Mais on lutte contre la gravité, on lutte contre le poids du corps.
en décollant juste un des membres, on vient augmenter l'intensité. On reste pour autant en statique. Okay, mais si je me bats contre une résistance, si je me mets en position de pompe, pousser mon adversaire, si on est dans un travail de binôme, on passe d'un coup d'une situation de gainage statique qui nous apporte peu à un gainage actif, dynamique, puisqu'à chaque fois que je pousse, je dois me rééquilibrer, à chaque fois que je me fais pousser, je dois rééquilibrer. Et à chaque fois qu'il y a contact, il y a de nouvelles forces qui apparaissent, et donc je dois rééquilibrer tout ça constamment. Voilà finalement ce que c'est que le dégainage actif. Le volume de la résistance, parce que le gainage engendré quand tu pousses contre une main ou contre quelque chose qui fait 20 cm² est pas la même, et pas forcément la même, et implique pas forcément les mêmes nombres de groupes musculaires que si c'est un Swiss ball entier, ou si c'est un bouclier de 1 mètre par 20 cm. Voilà. Donc c'est avec ces éléments-là aussi qu'on peut jouer, donc la densité. Est-ce que je pousse contre quelque chose de solide? Est-ce que je pousse contre quelque chose de mou? Est-ce que je pousse contre quelque chose qui me renvoie une force? Et le Swiss ball est typiquement là-dedans. Il encaisse la force pour te la rendre puissance 10. Voilà. Donc des idées, il y en a plein. Un éventail autour de ce travail-là, il y en a des masses. Là, quelques mots-clés sur YouTube sur le travail de Fabrice Serrano, là, donc vous allez peut-être voir des images du coup. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre la mécanique globale autour du gainage dynamique et d'ensuite ne pas avoir de limite dans la création de situations autour de ça. Hop. En sachant que la position statique pure et dure, finalement, de planche, de position de pompe, nous sert de base de travail. Et une fois qu'on a corrigé ces alignements-là et que notre jeune est en place et qu'il est capable de tenir 15-20 secondes parce qu'il n'y a pas besoin de plus, et ben on peut d'ores et déjà l'emmener ailleurs. Et là, typiquement dans la vidéo, c'est un peu ce qui se passe. Alors oui, il y a une position de pompe, oui, il y a une position de base statique, mais finalement, ça devient très vite dynamique. Et on parlait tout à l'heure de changer un petit peu les résistances, etc. Bah, déplacer mon centre de gravité, décaler un pied, une main, une épaule, une tête, voilà, ça va créer un petit peu toutes ces instabilités-là qui vont devoir être compensées en temps réel constamment par tous nos groupes musculaires et tout notre corps. Et c'est ça qui fait que le gainage devient dynamique. Donc, par rapport à ces deux versants-là que sont la mobilité et le gainage, voilà le processus global. Malheureusement, en une heure de temps, il faut évoquer très vite les sujets, essayer de comprendre le contexte pour que vous puissiez ensuite créer vos propres ressources. Moi, je vous en donne quelques-unes, mais finalement, elles sont infinies, ces ressources-là, à partir du moment où on a compris le contexte général et global. Je voulais aborder la notion de vitesse, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les graphiques, et qu'il y a des périodes, et c'est très vrai pour la vitesse, très propices à ce développement de la vitesse-là, et finalement, les gains qu'on a après ces périodes-là sont très minimes. Et donc, avoir ces aspects de vitesse en tête, ce contexte-là, et les intégrer au maximum, encore une fois, à toutes nos situations, ça va être essentiel dans nos catégories U11, U13, et U15 si je veux élargir, mais U15 c'est presque déjà trop tard. Donc si on peut faire U9, c'est bien, U11 c'est parfait, U13 pour certains en fonction de la maturation de chacun, ça devient déjà presque tard, et U15 on va influer sur un pourcentage presque négligeable. Et je parle bien des vitesses, parce que dans le composant de vitesse finalement il y a pas mal d'aspects, 3 qui me paraissent assez essentiels, sur le temps de réaction, sur la vitesse gestuelle et sur la fréquence gestuelle, avec comme notion la vitesse gestuelle est simplement la capacité et la vitesse donnée pour un seul mouvement, et la fréquence gestuelle, la capacité à répéter ce mouvement de manière rapide et efficace. Et donc ces 3 versants-là, finalement, peuvent être travaillés, associés, dissociés, peu importe, mais peuvent être intégrés constamment, finalement, à notre travail basket, à nos situations basket. Dans notre petit monde idéal, sur une des catégories U9, U11, il faudrait finalement que tous les départs d'ateliers, les départs d'exercices, les départs de circuits comportent ce type-là au moins de temps de réaction ou de fréquence gestuelle. Par rapport au temps de réaction, il est important de varier les signaux. C'est très clair pour nous, entraîneurs, de se dire que le temps de réaction, hop, au top départ, tu t'en vas, tu décolles. Visuel, on le fait un petit peu. Hop,
quand je monte le plot bleu, tu y vas, ou quand le ballon touche le sol, tu y vas. Mais finalement, on ne pense pas aux autres. Alors, on est bien conscient que sur le goût et l'odorat, ça peut être un peu plus complexe à mettre en place dans nos gymnases. Mais par contre, pourquoi pas avoir des signaux tactiles? Est-ce que c'est pas je suis en position prêt avec mon camarade derrière et dès qu'il me touche, ou dès qu'il touche mon pied, ou dès qu'il touche mon épaule gauche, je dois démarrer le plus vite possible. Voilà. Donc important aussi de varier si on veut développer un peu cette notion de vitesse de réaction, de temps de réaction, de varier les signaux de départ pour apporter d'autres simulations cérébrales, d'autres stimulations nerveuses à notre cerveau pour ne pas qu'on s'habitue à une routine. Hop, il devrait y avoir, non, c'est pas la bonne vidéo, hop là. Tac. Hop là, comme ça c'est mieux. Et donc de la même façon, temps de réaction peut être avec démarrage et position statique au départ. On retrouve un petit peu notre capacité à maintenir une position fléchie et à réagir très vite. Alors il faut que les saccades soient au bon moment chez vous. Mais là c'est couleur de plot annoncée et pied qui doit y aller. Et là c'est pied côté du plot. Voilà, dans l'évolution, il y a exactement le même travail possible avec le pied inversé. C'est le pied opposé qui doit déclencher le mouvement. Et après, on peut imaginer des situations beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire que là, on est sur position un petit peu tipping, ou en tout cas activité des pieds sur place, et un nombre, un stimuli peut-être, hop, avancer, reculer. J'annonce droite, tu décales d'un quart de tour à droite. J'annonce gauche, tu décales d'un quart de tour à gauche, etc. Si les saccades vous permettent de le voir, c'est ça, sinon je vous enverrai la vidéo. Tac. Je reviens sur le diapo. Hop là. Donc voilà par rapport à ces temps de réaction-là. Alors sachant que le temps de réaction, là, quand on parle de temps de réaction, c'est réellement la capacité à réagir à un stimulus. C'est vraiment pas la capacité à le faire pendant 5 secondes, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les centièmes ou dans les millièmes de seconde. Par rapport à la vitesse gestuelle et la fréquence gestuelle, celles-là sont associées la plupart du temps dans le travail. Il faut juste comprendre que si je veux travailler un geste très vite, un geste très spécifique très vite, il faut laisser le temps à mon jeune, finalement, de le récupérer, entre guillemets, nerveusement de ce qu'on lui a demandé. Voilà. Donc, si mon travail de départ est très important, ou si j'ai un seul déplacement latéral de très important, il faut que, entre le déplacement latéral qu'il fait à l'instant T et la prochaine fois où il va répéter ce déplacement latéral spécifiquement et on va lui demander beaucoup de vitesse, il va falloir laisser peut-être 30, 40, 50 secondes entre deux passages pour pouvoir remettre de la qualité à cet instant-là. Ça ne veut pas dire que pendant 50 secondes, il ne peut rien faire d'autre. Voilà. On peut imaginer une suite de circuits, mais si je veux travailler en qualité juste sur un aspect très spécifique, il faut finalement, entre guillemets, que je l'isole dans mon temps de travail récup. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si ça ne l'est pas, vous profiterez du temps de questions-réponses à la fin. Et donc voilà. Et à l'inverse, le travail de fréquence gestuelle, lui, est effectivement de répéter très vite et à la foulée un geste qui est déjà automatisé et qu'on veut aller ou faire aller encore plus vite. Le travail d'appui est là-dedans, le travail de dribble, voilà, tout ce travail-là. Hop. Je vous présente, ce sera la dernière vidéo et c'est de toute façon la dernière diapo, presque dans les temps. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Pour moi, l'une des situations autour du travail de vitesse qui est la plus complète, parce qu'elle y intègre énormément de choses et qu'en variant simplement certains aspects, certaines parties, on va pouvoir retrouver tout le travail qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Mon travail de posture, parce que c'est vous qui choisirez dans quelle posture de départ ou dans quelle position de départ je peux être. Et peut-être que je vais devoir retrouver ma position fléchie, peut-être que je vais mettre une position de gainage dans cette position de départ, actif ou pas. On va avoir un peu de mobilité éventuelle si le premier, peut-être qu'une partie de l'exercice en fait appel à ça. Et derrière, on peut avoir dans ce travail-là de circuit très court, des gestes qui se répètent, et puis à un moment donné de ce temps-là, pif, juste un petit voilà, peut-être déplacement latéral d'un coup,
hop, qu'on répète qu'une seule fois dans le circuit, avant le prochain passage, 1 minute plus tard. Ce sera peut-être plus parlant avec des images. Ah, pareil, hop. Hop là. Donc le tout premier exercice fait appel au temps de réaction. C'est vraiment réagir au signal et passe 3 secondes de course, même si on l'a peut-être pas bien vu. Et derrière, tous les autres exercices sont vraiment, je répète le même geste, je mets beaucoup de fréquence dans ce que je fais et j'ai 1, 2 ou 3 exercices à la suite à enchaîner. La notion de duel est hyper intéressante et hyper importante là-dedans. Le fait d'être en duel, le fait d'être en compétition ou en concurrence avec mon voisin ou faire une course, faire un relais, dans l'implication nerveuse, voilà, ça nous pousse à aller encore un peu plus vite que ce qu'on pourrait faire sans ça. Voilà, ça emmène un petit influx nerveux supplémentaire qui va nous servir dans ce développement de la vitesse, dans ce développement du temps de réaction, dans le développement de la fréquence gestuelle et de la vivacité. Et donc là, sur l'un des derniers exercices avec les jalons, il y a bien une course tout droit et paf, d'un coup, un seul déplacement latéral, gauche ou droite. Et là, on est vraiment dans un travail très spécifique autour d'un seul mouvement, à l'intérieur d'un circuit qui, lui, fait appel à beaucoup de fréquences gestuelles. Hop. Voilà un petit peu par rapport à ces notions de vitesse. Là, encore une fois, le temps ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Mais n'hésitez pas à contacter ou aller voir dans les ressources, aller piocher dans les ressources en sachant que de toute façon, Internet est une mine d'or quand on a compris le contexte, la globalité de ces aspects-là. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on évite tous les exercices qui sont finalement mauvais sur Internet. Parce que j'ai compris le contexte général, donc en fait, naturellement, votre cerveau va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà. Par rapport aux ressources que j'ai pu utiliser dans mon discours, ou ce que j'utilise moi en tant qu'entraîneur, et qui sont là en forme de Bible chez moi finalement, Motricité sportive par Jacques Piacenta, je m'inspire évidemment de ce qu'ils font beaucoup en athlétisme dans comment courir. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être fermé au basket et de se dire que on a peut-être des spécialistes de certains aspects. Donc, si j'ai besoin de courir mieux en tant que basketteur, il faut peut-être que j'aille voir un petit peu ce qui se fait chez ceux qui courent le mieux, les athlètes. Donc, Motricité sportive par Jacques Piacenta, donc préparation physique par Frédéric Aubert et Thierry Blancon, dont vous avez eu quelques vidéos. Pour aller plus loin sur la notion de vitesse, le livre de Gilles Cometti fait encore acte de référence. Et ça, c'est pour aller vraiment plus loin. Et en bas, alors 2 choses dont on a que peu parlé finalement, par rapport à l'aspect gainage, l'haltérophilie au service de la préparation physique, et pas l'haltérophilie en tant que telle, mais plutôt tous les exercices qui y sont associés et toute la vision qu'ils ont notamment dans les postures, dans la correction de la posture. On dit que l'haltérophilie est l'école du dos. Voilà. Donc peut-être que c'est là-bas aussi qu'il faut aller chercher. Et il y a tout un tas d'exercices, de processus vraiment intéressants à aller récupérer là-dedans. Et le dernier petit document qui est en bas à gauche là, s'appelle le DLTA, donc le développement long terme de l'athlète, fait par des études canadiennes il y a maintenant plus de 15 ans. Donc si vous pensiez qu'on était en retard en France, a priori les infos mettent du temps à traverser l'Atlantique, mais qui explique toutes les phases de l'enfant, de la naissance, de l'an 0 jusqu'à l'âge senior. Voilà, et avec toute une trame de comment construire un sportif global, un athlète global, et comment le spécifier. Et parce qu'ils ont fait les choses jusqu'au bout, ils ont gentiment adapté le DLTA au basket. Et donc là, la première page que je vous présente, c'est le document, spécifique basket qui reprend toutes ces infos-là du DLTA. En sachant que le PDF est libre, vous tapez DLTA Canada sur Google et il est téléchargeable gratuitement. Voilà. Moi, je le mettrai dans les liens et dans les fichiers qu'on vous fera passer. Mais sachez que si vous n'avez pas envie d'attendre, DLTA Canada, et il est disponible et en free access. Voilà un petit peu par rapport à ça.